La Sibérie, la partie orientale de la Russie, une vaste région qui s'étend des montagnes de l'Oural jusqu'à l'océan Pacifique. À quel point vaste? La Sibérie, à elle seule, couvre environ 13 millions de kilomètres carrés, plus grande que l'ensemble des États-Unis et de l'Europe réunis. Et pourtant, que savons-nous vraiment de cette terre? Pour la plupart du monde, c'est l'endroit le plus froid de la planète. Un synonyme de forêt sans fin et de vide glacé. Et oui, ces choses existent. Mais en réalité, c'est bien plus que cela. C'est un continent à l'intérieur d'un pays, des lacs si profonds qu'ils contiennent 1/5 de l'eau douce de la Terre. Des montagnes enneigées, des prairies alpines, des volcans fumants, des geysers sifflants, des îles isolées entourées par les vagues déchaînées du Pacifique et des glaciers qui scintillent sous le soleil. Malgré des conditions extrêmes, des gens vivent ici, des chasseurs autochtones, des nomades avec leurs rennes, mais aussi des villes entières, de béton et de verre, construites sur le pergélisol. Et la plus grande d'entre elles est Iakoutsk, la grande ville la plus froide du monde. Sur le papier, ce seul fait devrait la rendre inhabitable. En hiver, le thermomètre plonge à -50, -60 degrés Celsius. À ce stade, le froid devient autre chose. Lorsque la température chute, Iakoutsk disparaît sous un voile de brouillard. Le froid intense comprime l'humidité de l'air, enveloppant les rues d'un manteau dense et fantomatique. Au-dessus de tout cela, le soleil reste bas à l'horizon. Même à midi, il ne se lève jamais complètement. Il ne réchauffe jamais vraiment. Et pourtant, près de 300 000 personnes appellent cet endroit gelé leur foyer. Vue d'en haut, la ville semble assemblée par morceaux. Blocs de béton de l'époque soviétique, maisons en bois, nouvelles tours de verre, des fragments de Moscou égarés. Les maisons ici sont construites sur pilotis. Ce n'est pas un choix esthétique, le sol en dessous est gelé en permanence. Mais Iakoutsk n'est pas l'endroit le plus froid de Sibérie, loin de là. Ce titre revient à Oymyakon, connu comme le pôle du froid. On y a enregistré des températures allant jusqu'à -71 degrés Celsius, les plus basses jamais relevées en dehors de l'Antarctique. Iakoutsk est brutal. Oymyakon redéfinit le mot. Le village se trouve dans une vallée où les vents glacés s'accumulent et reste piégé par les montagnes qui bloquent la circulation de l'air. Oymyakon compte moins de 1000 habitants, des familles qui endurent ces conditions depuis des générations. Ce qui paraît insupportable pour d'autres est devenu leur routine. La vie continue, façonnée par la nécessité plus que par le choix. Et sous cet enfer gelé se cachent des trésors, des diamants. La Iakoutie se trouve au cœur de l'une des régions minières les plus riches de la planète. Mirny en est l'épicentre. À première vue, seulement des rangées d'immeubles soviétiques et d'entrepôts. Pourtant, la ville se tient au bord d'un abîme. Un trou immense, circulaire, vertigineux, la mine de diamants de Mir, près d'1 kilomètre de profondeur et plus d'1 kilomètre de large. L'une des plus grandes excavations jamais réalisées par l'homme. Les pierres extraites ici ne sont pas restées. Elles ont voyagé à travers le monde, scintillant dans des vitrines à Paris et à New York. En 2001, la fosse fut épuisée. L'extraction s'est déplacée sous terre, laissant derrière elle une cicatrice colossale. Iakoutsk se dresse sur les rives gelées du fleuve Lena, une artère massive traversant le cœur de la Sibérie. Quelques centaines de kilomètres en aval, la nature a sculpté un chef-d'œuvre de pierre, les piliers de Lena. Ils semblent presque trop parfaits, trop symétriques, d'immenses flèches de calcaire, certaines en forme d'aiguilles, d'autres de colonnes, sculptées il y a plus de 500 millions d'années au Cambrien. Certaines s'élèvent à plus de 100 mètres dans le ciel. Leurs surfaces sont striées de couches sédimentaires. De loin, elles ressemblent à une ville bâtie par une civilisation oubliée. De près,
L'échelle est vertigineuse. On se sent minuscule dans leur ombre. Chaque pilier est une chronologie verticale, un témoignage de mers changeantes, de climats mouvants, d'écosystèmes anciens. Elles existent pour leurs propres raisons, façonnées par des forces si vastes que nos vies brèves paraissent insignifiantes. Il y a peu de routes dans cette partie de la Sibérie. Les construire est difficile. Les maintenir en ville est encore plus. La route de la Kolyma est l'une des rares. Plus de 2000 km de gravier, de poussière et de vide. Les habitants l'appellent la route des eaux. Et ce nom n'est pas qu'une métaphore. L'autoroute a été construite par des prisonniers durant le règne de Staline. Des milliers sont morts de froid et de faim dans les camps de travail dispersés le long du tracé. On dit que leurs corps sont enterrés dans la route elle-même. Les eaux sont devenues une partie de ses fondations. Le long du chemin, des villages apparaissent et disparaissent. Certains vivent encore, d'autres sont silencieux. Comme la route elle-même, Kadykchan fut construite dans les années 1940 par des prisonniers du Goulag. Une ville minière de charbon, enfouie au cœur des montagnes. À son apogée, Kadykchan comptait plus de 10 000 habitants, existant uniquement parce que l'État l'exigeait. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, les subventions ont disparu. Les mines de charbon ne furent-ils plus rentables. En 1996, une explosion dans un puits tua 6 mineurs. Ce fut la fin. Le gouvernement ferma les mines. Les familles reçurent l'ordre de partir. Au début des années 2000, Kadykchan devint une ville fantôme. La route de la Kolyma continue vers l'est jusqu'à rencontrer la mer. Au bout de la route, des os se trouve Magadan. La ville peut sembler ordinaire. Blocs d'appartements, rues en quadrillage, un port face aux eaux glacées de la mer d'Okhotsk. Mais Magadan porte un poids que les villes ordinaires n'ont pas. Pendant des décennies, elle fut la porte d'entrée du Goulag. Des navires arrivaient ici depuis Vladivostok et d'autres ports, transportant des prisonniers condamnés aux travaux forcés. Depuis Magadan, ils étaient redispersés vers les camps de la Kolyma. Des milliers moururent en chemin, de faim, battus, gelés, en tentant d'extraire les ressources qui alimentèrent l'État soviétique. Sur une colline dominant la ville, s'élève le masque de la douleur, un immense monument érigé dans les années 1990. C'est l'une des rares reconnaissances officielles des souffrances qui ont façonné cette terre. Au-delà de Magadan, les routes disparaissent totalement. La Sibérie laisse place à une autre frontière. À l'extrême est de la Russie, là où le continent s'incline vers le Pacifique, se trouve la Tchoukotka, une toundra rude. Des hivers qui durent la majeure partie de l'année, des étés qui passent dans quelques semaines, peu d'endroits sur Terre semblent aussi isolés. À l'époque soviétique, la région devint une frontière d'exploitation. Des travailleurs furent acheminés par avion, des camps construits. Lorsque les mines fermèrent, les villes furent abandonnées. Aujourd'hui, des colonies désertées sont dispersées dans la région. Rangées de baraquements vides, machines rouillées. À Nadir, la capitale, fait exception. Des immeubles aux couleurs vives se dressent face à la toundra infinie. Mais derrière les couleurs se cache la même réalité, l'isolement. Des fournitures coûteuses acheminées par avion. Une vie façonnée par la distance. La Tchoukotka est la fin de la route, ou peut-être le début d'une autre. Pévek, la ville la plus septentrionale de Russie, s'élève sur la côte de la mer de Sibérie orientale. À son apogée soviétique, environ 25 000 personnes vivaient ici. Aujourd'hui, moins de 5 000 restent. Mais Pévek n'est pas qu'un vestige de l'industrie soviétique. Elle est devenue un point clé de la route maritime du Nord. Une voie arctique reliant Mourmansk à Vladivostok. Avec le recul des glaces chaque été, davantage de navires traversent ces eaux, raccourcissant de plusieurs semaines le trajet entre l'Europe et l'Asie.
Le port de Pevek, autrefois oublié, est désormais stratégique. Pétroliers et cargos y accostent, se ravitaillent, attendent les brise-glaces qui ouvrent le passage. En quittant la Tchoukotka, la toundra cède la place aux montagnes. La péninsule du Kamtchatka se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone instable où les plaques tectoniques s'entrechoquent. Plus de 300 volcans s'élèvent ici, dont 29 sont encore actifs. Le plus impressionnant de tous est le Kliouchevskoï, un cône presque parfait, culminant à plus de 4700 mètres. Il est entré en éruption des dizaines de fois dans l'histoire moderne, projetant des panaches de cendres jusque dans la stratosphère. Et puis, il y a la vallée des geysers. Accessible uniquement en hélicoptère, c'est l'un des plus grands champs géothermiques au monde. Des jets d'eau bouillante jaillissent vers le ciel. Des nuages de vapeur s'élèvent du sol. Des marmites de boue bouillonnent et éclatent. Petropavlovsk-Kamtchatski, la capitale, se situe dans la baie d'Avacha, encerclée par des cônes volcaniques. La vie ici est liée à la mer. Les flottes de pêche remplissent le port, leurs ponts chargés de casiers à crabes et de filets. Et partageant ce port se trouvent les véritables habitants, les lions de mer de Stellaire. Chaque année, les saumons remontent les rivières depuis le Pacifique, guidés par l'instinct vers les cours d'eau où ils sont nés. Les rivières du Kamtchatka en sont saturées. L'eau semble bouillir tant les poissons affluent. Des ours bruns s'avancent dans le courant, immobiles tandis que les saumons passent entre leurs pattes. D'un coup rapide, un poisson est projeté en l'air, saisi dans les mâchoires, dévoré sur place. Les ours se gavent jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à accumuler assez de graisse pour survivre au long hiver arctique. Depuis le Kamtchatka, la terre se fragmente dans la mer. Ce sont les Kouriles, 56 îles, s'étendant sur 1300 km entre la Russie et le Japon. Elles existent à cause d'une collision. Ici, la plaque pacifique plonge sous la plaque d'Okhotsk, broyant et poussant le magma vers le haut. Le résultat, une chaîne de volcans fumant en éruption, remodelant la Terre en temps réel. Sur l'île d'Onekotan se trouve l'immense caldeira de Krenitsyn. À l'intérieur, un lac remplit le cratère. Et au milieu de ce lac s'élève un cône volcanique parfait. Un paysage presque irréel. Et pourtant bien réel, sculpté par le feu et l'eau dans une succession violente. Plus au nord, près de l'île de Paramushir, le volcan Ebeko fume sans cesse. Ces éruptions ne sont pas cataclysmiques, mais persistantes. Pour les humains, survivre sur les Kouriles a toujours été compliqué. Les navires de ravitaillement arrivent lorsque la météo le permet, mais les tempêtes laissent souvent les communautés isolées pendant des semaines. Et pourtant, pour ceux qui y vivent, les Kouriles sont magnifiques, indomptées, imprévisibles, belles dans leur rudesse. À l'ouest, Sakhaline s'étire le long de la côte pacifique, près de 1000 km de crêtes, de rivières et de taïgas. Au XIXe siècle, la Russie et le Japon se disputèrent son contrôle, divisant l'île entre eux, échangeant des territoires, redessinant les cartes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique reprit la partie sud, expulsant les colons japonais et remodelant les villes et l'économie. La capitale, Yuzhno-Sakhalinsk, est une ville soviétique superposée à d'anciennes rues japonaises. Non loin de la ville, la station de ski Gorny Vozduk grimpe dans les montagnes, offrant des pistes avec vue panoramique sur l'île. Sakhaline possède une beauté souvent austère, parfois mélancolique. Nulle part cela n'est plus visible qu'au phare d'Aniva, construit par les Japonais en 1939 sur un rocher isolé à la pointe sud de l'île. Pendant des décennies, des gardiens y ont vécu dans l'isolement. Plus tard, les Soviétiques l'ont automatisé grâce à des cellules d'énergie radioactive. Aujourd'hui abandonné, il se dresse comme un monument au bout du monde. La fenêtre russe sur le Pacifique, Vladivostok, est plus proche de Tokyo que de Moscou.
et pourtant reliée à l'ouest par une ligne de rail. Son nom signifie « dominer l'Orient ». Une ambition, peut-être une arrogance, la ville fut fondée en 1860 lorsque l'Empire russe voulut un point d'ancrage sur le Pacifique, un port, une forteresse, un symbole que l'expansion ne s'arrêtait pas à la Sibérie. Durant l'époque soviétique, Vladivostok fut fermée aux étrangers. Une ville secrète cachée du monde extérieur. Ce n'est qu'en 1992, après la chute de l'URSS, que les portes se sont rouvertes. La baie de la Corne d'Or pénètre dans la ville. Des collines l'entourent, couvertes d'immeubles. Le pont Rouski, l'un des plus longs ponts à haubans du monde, relie la ville à l'île Rouski, où étudiants et chercheurs occupent désormais ce qui était autrefois une zone militaire. Vladivostok vit dans les contradictions, européenne dans son architecture, asiatique dans ses saveurs. Au-delà de la ville, la terre plonge directement dans le Pacifique. La côte se déchire comme du papier froissé. Des pins s'accrochent aux falaises, leurs racines enfoncées dans les fissures. Les vagues roulent en bleu et vert, s'écrasant contre la pierre. Et entre ces falaises, quelque chose d'inattendu. Des bandes de sable clair, cachées entre des murs de granit. Une eau si limpide qu'elle paraît tropicale. Pour beaucoup, c'est surprenant. La Sibérie est souvent imaginée comme froide, enclavée, gelée. Et pourtant, ici en été, l'eau se réchauffe assez pour s'y baigner. Elle peut atteindre 22 degrés Celsius, presque comme en Méditerranée. Les criques sont petites, accessibles seulement à pied ou en bateau. Pas de promenades aménagées, pas de maîtres nageurs, une nature intacte. Cette côte révèle un autre visage de la Sibérie. Pas seulement des champs de neige sans fin, mais des montagnes boisées et une mer étonnamment douce. Et au-delà des plages et des criques, un autre paysage s'élève. À l'intérieur des terres commence la taïga de l'Ussuri. Mélèzes et pins se mêlent aux chênes et aux cèdres, un enchevêtrement vivant d'insectes et d'oiseaux. Dans cette forêt se cache un fantôme. Le tigre de l'amour, le plus grand de tous les félins, rôde dans ces bois. Moins de 600 subsistent à l'état sauvage, la plupart ici. Ces rayures se fondent dans l'ombre. Ses pas sont silencieux sur la neige, un prédateur bâti pour la puissance et la patience. Il règne sur ces terres. À ses côtés vit un autre survivant, le léopard de l'amour. Plus petit, plus discret et encore plus rare. Au bord de l'extinction, avec à peine 30 individus à l'état sauvage il y a quelques années, il a connu un fragile retour grâce aux protections. Mais en apercevoir un reste presque impossible. La forêt les cache. Et ils préfèrent que cela reste ainsi. Vladivostok est le terminus du transsibérien, là où les rails rencontrent enfin la mer. Près de 9300 km d'acier traversant 2 continents. La plus longue ligne ferroviaire du monde. 7 fuseaux horaires, forêts et rivières. Un voyage non pas de quelques heures, mais de plusieurs jours. La construction débuta en 1891 sous le tsar Alexandre III, lorsque la Russie voulut relier son empire d'ouest en est. Des milliers d'ouvriers furent envoyés dans la nature sauvage. Ils coupèrent la taïga, enjambèrent des rivières, posèrent des rails sur le pergélisol. Le progrès fut lent, brutal, coûteux. Mais en 1916, la ligne fut achevée. Un ruban de fer reliant l'Europe au Pacifique. Sans elle, l'extrême-orient russe resterait inaccessible. Grâce à elle, cette région reculée devint partie intégrante du tout. Au cœur de la Sibérie se trouve quelque chose d'inattendu. Un lac si vaste qu'on le confond parfois avec une mer, le lac Baïkal. Il contient environ 20% de l'eau douce liquide non gelée de la planète. Plus que les 5 grands lacs d'Amérique du Nord réunis.
Mais sa grandeur n'est pas seulement horizontale. Le Baïkal est le lac le plus profond du monde. Plus de 1640 mètres. Et le plus ancien. Environ 25 millions d'années. Il s'est formé là où la croûte terrestre se déchire lentement. Un rift qui s'élargit encore aujourd'hui de quelques millimètres par an. En hiver, sa surface gèle. La glace devient si claire qu'on peut voir plusieurs mètres en dessous. Des bulles de méthane figées dans le temps. Les habitants traversent le lac en voiture. Des routes temporaires apparaissent sur la glace. Mais sous cette surface figée, la vie continue. Plus de 3500 espèces vivent ici. La majorité n'existe nulle part ailleurs. La plus célèbre est la nerpa, le seul phoque exclusivement d'eau douce au monde. Comment est-il arrivé ici? Mystère. Peut-être par d'anciens systèmes fluviaux, il y a des millions d'années. Sur la rive orientale du lac s'étend la Bouriatie, une région où les cultures russes et mongoles se rencontrent. Les visages, la langue, les traditions racontent une autre histoire que celle de Moscou. Le bouddhisme tibétain y est pratiqué, mêlé à d'anciennes croyances chamaniques. Dans les Datsans, les monastères bouddhistes, les moulins à prière, tournent au vent sibérien. Plus au nord, la terre devient plus rude. Dans la péninsule de Yamal, au-delà du cercle polaire arctique, la toundra s'étend sans fin. Le nom Yamal signifie « fin du monde » dans la langue nénètse. Ici vivent les nénètses, éleveurs de rennes nomades. Ils migrent sur plus de 1000 km par an, suivant les cycles des saisons. Leurs tentes, appelées tchoums, sont montées et démontées en quelques heures. Mais sous leurs pieds se cache une autre richesse. D'immenses réserves de gaz naturel. La Russie dépend fortement de cette région pour son énergie. Des installations industrielles surgissent au milieu de la toundra. Torchères et pipelines coupent les routes migratoires. Un équilibre fragile entre tradition et industrie. Plus au sud, dans le district autonome de Khanty-Mansi, le pétrole domine. Les forêts et les marécages sibériens abritent l'un des plus grands bassins pétroliers du monde. Des villes comme Surgou ont prospéré grâce à l'or noir. Mais l'extraction a un coût. Fuite, pollution, forêts fragmentées. La Sibérie nourrit l'économie russe. Mais elle en paie aussi le prix. Puis vient un endroit presque mythique. Le plateau de Poutorana. Un désert basaltique de montagnes tabulaires, taillé par d'anciennes éruptions volcaniques massives il y a 250 millions d'années. Certains scientifiques associent ces éruptions aux trappes de Sibérie, un événement qui aurait contribué à la plus grande extinction de masse de l'histoire de la Terre. Aujourd'hui, le plateau est isolé. Peu de routes, presque aucun village. Des cascades plongent dans des canyons profonds. Des lacs s'étirent entre les falaises. L'hiver y dure presque 9 mois. Et pourtant, la vie persiste. Des rennes sauvages traversent le plateau lors de l'une des plus grandes migrations terrestres du monde. Des ours bruns pêchent dans les rivières glacées. La Sibérie est souvent décrite comme vide. Mais elle n'est pas vide, elle est simplement vaste. Trop vaste pour être entièrement maîtrisée. Trop complexe pour être résumée. Elle est faite de contradictions, glace et feu, richesse et isolement, silence et puissance. Des villes industrielles surgissent au milieu de la taïga. Des peuples nomades parcourent encore la toundra. Des trains traversent des milliers de kilomètres de solitude. La Sibérie n'est pas seulement un lieu, c'est une échelle, une mesure de ce que signifie distance, de ce que signifie endurance. Et pour ceux qui y vivent, ce n'est pas une frontière lointaine, c'est leur maison.